Bonjour. Dans ce nouveau tuto Java EE, je vous propose d'apprendre à coder une servlette qui va nous permettre d'exporter les données d'un site web au niveau d'un fichier au format Excel. Alors il faut savoir, la spécification Java EE ne fournit aucune librairie permettant de produire des documents Office. Heureusement, il existe des librairies tierces complémentaires qu'on peut télécharger et qui, elles, permettent de produire ces fichiers. Parmi ces librairies, on peut parler de la librairie Apache POI. Regardez, je prends un navigateur internet. Je vais sur poi.apache.org. Vous y retrouverez ici tout un ensemble d'informations sur ce logiciel, mais vous avez à ce niveau un lien Download qui vous permet donc de télécharger l'archive binaire, soit au format TARGZ, soit au format zip. Vous prenez le format qui vous conviendra le mieux. Parfait. Ensuite, vous prenez un explorateur de fichiers. Normalement, vous devriez retrouver votre archive au niveau du répertoire Download. Donc ici, nous avons un zip. Si je rentre dans ce zip, j'y retrouve un certain nombre d'informations. Donc des documentations, très bien. Mais regardez, ici, vous retrouvez les jars du logiciel à proprement parler. Par contre, il faut savoir, Apache POI utilise des librairies tierces. Lui aussi. Donc il faut éventuellement rajouter toutes ces librairies-là. Alors c'est même pas éventuellement, c'est obligatoirement. Ça, c'est des librairies qui sont obligatoires. Très bien. Et puis vous avez un complément facultatif ici. En fonction de votre choix, vous pourrez avoir à les mettre ou non. Je m'explique. Au niveau d'Excel, historiquement parlant, vous avez deux formats de fichiers. Vous avez l'ancien format de fichier, le point XLS. C'est un format binaire. Pour générer ces formats-là de fichiers, vous n'avez pas besoin de ces deux librairies. Et puis, depuis 2007, vous avez le nouveau format de fichiers Excel, les XLSX. D'accord ? Pour pouvoir produire ce type de fichier, il vous faudra ces deux jars. Très bien. Alors juste pour la petite info, ici vous voyez qu'il y a un lien par rapport à XML, c'est normal. Les XLSX, en vérité, ce sont des fichiers zip. Vous pouvez prendre un fichier Excel, le renommer, en tout cas un fichier récent. Vous devriez donc produire, changer l'extension du fichier et donc le voir comme étant une archive. Si vous rentrez dans cette archive, vous verrez, en vérité, cette archive est constituée d'un certain nombre de fichiers XML. Très bien. Bon, parfait. À partir de là, pour pouvoir faire un export de données d'un site web, il nous faut bien entendu un site web. Donc regardez, je reprends Eclipse et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le projet qu'on avait développé dans les tutos précédents. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les tutos précédents, donc on avait vu comment produire des pages web en utilisant les technologies Java EE. Nous avions notamment vu comment utiliser les servlettes et comment utiliser les JSP, les Java Server Page. Et on avait même vu comment les combiner pour pouvoir produire un pattern MVC. Très bien. Donc si vous rentrez au niveau du pactage IHM ici, vous avez toutes les classes, c'était les classes de contrôleurs qui étaient utilisées pour notre MVC. D'accord ? Donc ça c'est toute la partie cliente, mais sous forme de page web. Très bien. Et puis ici on avait nos vues, nos 3 JSP. Très bien. Ce que je vous propose, c'est de surtout pas toucher à ce pactage. Ce pactage, on va y mettre que les classes de contrôleurs au niveau de nos MVC. Alors ok, ce sont des servlettes. Mais ce sont des servlettes qui ont pour responsabilité de produire du HTML. Je passe, et donc ce que je vous propose, c'est d'avoir un nouveau pactage, fr.cours.webstore, et d'y créer donc un pactage servlette, mais pour ce qui est non lié à la partie MVC. Et donc notamment, notre première servlette d'export au format Excel. Je dis notre première servlette parce que dans un prochain tuto, je vais vous montrer aussi comment exporter des données au format PDF. Mais c'est un autre sujet, je reviendrai sur ça ultérieurement. Très bien, donc là on a notre première servlette, je l'ai appelée Excel Export bien entendu, et donc cette servlette va devoir récupérer les données en provenance de notre base. Alors pour rappel encore une fois, si vous faites un MySQL-u root, vous allez vous connecter à votre serveur de base de données. Alors si vous avez un autre utilisateur que root, utilisez-le. C'est vrai que ce n'est pas forcément une bonne idée de systématiquement passer en tant qu'administrateur principal du site. Mais bon, c'est un poste de dev et je veux faire rapide. Notez aussi le fait de ne pas avoir mis de mot de passe sur MySQL, ce n'est pas forcément une bonne idée. Bon, c'est pas grave. À partir de là, je me connecte. Si je fais un use web store, je me place dans ma base de données.
Et je vous rappelle, on avait tout un ensemble de tables qui étaient proposées. Dans ces tables, on avait notamment la table des articles. C'est sur cette table-là que je veux travailler. Ma première feuille au niveau de mon workbook Excel que je vais produire, ce sera le contenu de la table T-Articles. Regardez, si je fais un Select étoile from T-Articles, normalement, on sort les données de notre table d'articles. Donc voilà, ce que je veux, c'est exporter ces informations-là au niveau d'un fichier de format XLS. Alors c'est vrai que je pourrais avoir le choix, soit du XLS, soit du XLSX. Je vais néanmoins prendre du XLS parce que comme c'est l'ancien format, je suis sûr d'avoir un maximum d'utilisateurs qui pourront l'ouvrir, même s'ils ont un très vieux pack Office, quelle que soit la marque du pack Office, ils arriveront normalement à ouvrir mon fichier. Très bien. Donc ça, c'était ce qu'on avait produit. Maintenant, les nouveautés. Première chose à faire, c'est rajouter donc les jars relatifs à la librairie POI. Donc comme vous le constatez ici, j'ai mis tous mes jars. Bon, vous y retrouvez aussi le jar spécifique à l'accès à la base de données. Ça, c'est mon driver JDBC. Je n'y reviens pas. Mais sinon, j'ai codé mes dépendances. J'ai collé mes dépendances et j'ai collé tous les jars en question. Pour les mettre, j'ai fait quelque chose de très très simple. J'ai repris un explorateur de fichiers. J'ai dézippé, bien entendu, mon archive. Voilà. Et à partir de là, j'ai pris les jars et j'ai fait du drag and drop au niveau du répertoire lib. Très bien. L'étape d'après, c'est le code. On est prêt maintenant à coder. Et donc, on est au niveau de notre servlette. Alors notez, j'ai déjà mis un petit peu de code. En vérité, j'ai récupéré des choses qu'on avait produites la fois dernière. Donc, on a bien une servlette. Elle s'appelle Excel Export. Elle dérive de HTTP Servlet. Si vous ne l'avez pas, vous faites bouton droit, New. Et là, vous pouvez produire une servlette à ce niveau-là. Très bien. Ensuite, le mapping. Pour pouvoir déclencher cette servlette, il faudra que je fournisse une URL qui va se terminer par /export.xlsx. XLS, excusez-moi. Et donc ici, ça permettra donc d'imaginer télécharger un fichier. Sauf que ce fichier n'existe pas côté serveur. Ce n'est pas un fichier statique. Si vous regardez dans le web content, on n'a pas de fichier avec cette extension qui s'appellerait export. Donc ça veut dire que je vais le produire en dynamique au niveau de ma servlette. Très bien. Bon, là, on a une ligne, je passe. C'est relatif au moteur de sérialisation de Java. Le seul truc, c'est que si vous ne le mettez pas, vous avez un warning. Bon, je ne voulais pas avoir de warning dans ma classe, donc j'ai utilisé l'assistant qui est proposé avec la petite ampoule. Ici, regardez, je clique sur l'ampoule. Normalement, vous avez cet outil qui apparaît et j'ai généré un identifiant unique. Bon, très bien, j'ai mon identifiant unique, c'est parfait. Et ensuite, j'ai copié-collé les codes précédents. À savoir ici, ce que je cherche à faire, c'est à récupérer des paramètres d'init au niveau de mon application web. Ces paramètres, on les retrouve au niveau du web.xml. Donc ici, j'ai un fichier web.xml. Si vous n'en avez pas et que vous êtes parti sur un nouveau projet, ce que vous faites, c'est que vous venez au niveau de Deployment Descriptor. Ce fichier, un web.xml, est appelé un descripteur de déploiement. Vous cliquez sur l'assistant qui est ici, vous faites bouton droit, et là, vous voyez, pour ma part, il est grisé parce que je l'ai déjà utilisé, mais sinon, vous faites Generate Deployment Descriptor Stub. Normalement, ça vous produit ce fichier. Bon, il y a un certain nombre de configurations au niveau de mon application. Pourquoi pas un timeout, pourquoi pas le welcome file list, ça c'est des points de détail. Par contre, ce qui m'intéresse par rapport à notre besoin, ce sont ces définitions de paramètres. Des contextes param, ce sont des paramètres liés à l'application. Donc tout le monde y a accès. Et donc j'ai défini 4 paramètres. On retrouve ici les names de mes paramètres. Et chacun de ces paramètres a bien entendu une valeur. Comme vous pouvez le voir, ce sont les informations de connexion JDBC. Si vous n'êtes pas au clair sur JDBC, avant de continuer ce tuto, je vous conseille de reprendre la série de tutos que j'ai fait par rapport à JDBC. Bon, parenthèse close. Et donc je reviens maintenant sur mon code. Il va falloir récupérer ces paramètres pour 1. Charger le driver en mémoire et 2. Établir une connexion à ma base. J'arrive ici, donc qu'est-ce que je fais? Je récupère ce qu'on appelle le servlet context, donc c'est en gros l'application. Grâce à cette application, je peux faire des get init parameters. J'ai ici mes 4 paramètres que je cherche à charger. Je stocke tout ça au niveau de 4 chaînes de caractères et je commence un bloc try catch. Bon, en cas de problème,
bah, je vais être très laxiste. Ce que je fais, c'est que j'affiche l'exception au niveau des logs du serveur et je génère une pseudo-page d'erreur. Je dis pseudo-page parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Je dis juste qu'il y a une erreur qui a été produite et d'aller voir dans les logs. Bon, bien entendu, je vous laisse faire des choses plus sérieuses si vous comptez mettre ça dans un véritable site web. Bon, c'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Par contre, dans le try, effectivement, nous allons établir une connexion à la base de données. Donc, première étape, je fais un class.forName et je charge mon driver. Cette ligne-là doit obligatoirement être dans un try. Effectivement, quand je vais charger une classe à partir de son nom, ce qui peut se passer, c'est que je me sois trompé au niveau du nom de la classe ici. C'est une simple chaîne de caractères à ce niveau. Si là j'ai fait une petite coquille, une exception va être déclenchée. Bon, dans ce cas-là, on sera redirigé sur le catch. Très bien. Donc il me fallait un bloc try catch. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? J'essaye d'établir une connexion à la base de données. Là aussi, ça peut planter. Imaginons que le serveur soit arrêté, je peux essayer d'ouvrir une connexion au serveur, il ne répondra pas. Donc du coup, j'ai une exception, encore une fois, qui risque d'être déclenchée. Donc, on sera redirigé vers ce catch. Vous voyez, ce try, c'est lui qui porte le catch, et donc tout ce qu'il a à l'intérieur du bloc try, est donc automatiquement surveillé par mon catch. Alors la question, c'est pourquoi avoir remis un second try à ce niveau-là? Là, c'est pas par rapport à une gestion d'erreur, je m'en sers pas du tout pour ça. Là, ce que j'utilise, c'est ce qu'on appelle un try with resources. J'en ai déjà parlé dans un certain nombre de tutos. Si vous connaissez pas encore cette construction, il faut savoir qu'un try with resources permet d'invoquer le close automatiquement sur les ressources. D'accord? Au cas où, je vous conseille, vous prenez un navigateur, vous tapez try with resources. J'insiste sur le pluriel. Vous allez voir pourquoi dans quelques secondes. Et donc vous retrouverez ici tout un ensemble d'informations et notamment des documentations officielles Oracle. D'accord? Donc je vous laisse aller lire tout ça le cas échéant. Dans tous les cas, depuis Java 7, au niveau d'un try, on peut maintenant avoir une paire de parenthèses qui va contenir les ressources avant d'attaquer l'accolade ouvrante ici. Donc ça, bien entendu, c'est du Java 7. Faut-il donc avoir un JVM ou une JVM au moins supérieure à 6? Bon, parfait, nous on utilise un Java 8. Du coup, j'ai mon try. À l'intérieur, ce que j'ai mis, c'est ma connexion à la base de données. Pourquoi ça marche? Parce que le type connexion implémente, alors c'est une interface, mais il étend, si vous préférez, il étend l'interface auto-closable. Auto-closable, c'est une interface donc de Java et qui permet de garantir que le type qui va être mis à l'intérieur du try possède bien un close. En sortie de bloc, ici, vous avez la garantie absolue que le close aura été invoqué sur la connexion. D'accord? Si je n'avais pas mis ce try-là, j'aurais dû moi-même gérer la fermeture de ma connexion de base de données et donc j'aurais dû avoir une ligne quelque part, un connection.close. OK. Et maintenant, les choses spécifiques à Apache POI commencent. Effectivement, ce que je veux faire, moi, c'est générer un fichier, d'accord, en dynamique. Donc, il me faut ce qu'on va appeler un workbook. Bon, ils ont repris, bien entendu, dans Apache POI, les terminologies classiques d'un tableur standard. Donc, le workbook, c'est ce qui correspond à mon fichier, c'est mon ensemble de feuilles. Donc, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais instancier un workbook. Alors, attention, vous avez deux classes qui pourrait être utilisé. Regardez, je m'explique. Je tape d'abord ma ligne, après je reviens sur quelques explications. Mais je peux avoir un HSSF, je fais CTRL espace workbook, je l'appelle workbook, d'accord? Et je dis que c'est un workbook. Excusez-moi, un new, je fais des bêtises, HSS workbook. Là, je mets un point-virgule. Le point-virgule est important du point de vue du try with resources. C'est ce qui permet de séparer mes deux ressources. Ici, ce try, il aura deux choses à fermer. Il aura à fermer le workbook et il aura à fermer la connexion. Les deux étant séparés par un point-virgule. Très bien. Donc ici, j'ai mon workbook. Cette classe est associée au format de fichier .xls. Donc les anciens formats de fichiers. D'accord? On est dans des packages qui sont estampillés ici HSSF. En gros, j'aurais pu faire exactement la même chose en mettant ici un X
Dans ce cas-là, je suis sur le nouveau format de fichier proposé par Microsoft, donc les nouveaux formats XLSX. D'accord. Notez, il y a un autre système de packaging qui est spécifique à ces classes-là. Donc c'est soit un pactage, soit l'autre en fonction de vos besoins. Bon, comme je vous ai dit, moi pour viser un maximum de portabilité, pourquoi pas, je propose d'être sur l'ancien format. C'est au choix, c'est vous qui décidez. Très bien. Maintenant, dans ce workbook, je vais devoir y mettre des feuilles. D'accord. On parle de XSS F Worksheet. Sheet, pas worksheet, excusez-moi, sheet. Voilà, donc ici, je vais pouvoir définir ma feuille. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer une feuille qui va contenir les données de la table article. Pourquoi pas, je peux l'appeler article sheet ou tout autre nom qui vous intéresse. Je vous laisse choisir le nom à ce niveau-là. Et donc, pour ma part, je vais choisir ça. Et donc, je vais créer mon HSSF sheet. Voilà. Ah non, excusez-moi, autant pour moi, je fais une bêtise. C'est à partir du workbook que je peux créer ma sheet. Voilà, autant pour moi. Donc ici, je viens de créer donc ma feuille. Cette feuille, bien entendu, vous savez, dans un tableur classique, en bas, on a le nom de la feuille. Vous pouvez lui fournir un nom si vous le souhaitez. Dans ce cas-là, au niveau du constructeur, vous pouvez rajouter une chaîne de caractères qui correspondra à ce nom-là. Tiens, par exemple, tarticles data. Très bien. Maintenant, dans une feuille, on va y mettre des lignes. On va raisonner en termes de lignes. Donc, je peux faire un XSSF row. Pourquoi pas ma ligne, je vais l'appeler row. Et donc, ça me permet, au niveau de ma feuille, de pouvoir créer une ligne. Les lignes commencent à partir de 0 et vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez. Donc, je crée ma première ligne. Et maintenant, au niveau d'une ligne, c'est un petit peu comme un tableau HTML. La row, là, ce serait l'équivalent d'un TR, si vous voulez. Et maintenant, je vais mettre des cellules dans ma ligne. Je peux mettre autant de cellules que nécessaire. Donc, une cellule sera typée XSSF cell. Donc, c'est ma cellule. Bon, là, j'ai juste déclaré une variable. Très bien. Et maintenant, je vais pouvoir créer toutes mes lignes à partir de la row. Donc là, regardez, je fais un create cell. Je dis que c'est la cellule 0. Bon, si je reprends ma table, ma colonne 0, si vous voulez, sera associée aux clés primaires, aux identifiants. La deuxième colonne sera la description des articles, la troisième colonne, la marque, et la dernière, les prix. Donc, je vais créer une première colonne. Cette colonne, je peux maintenant lui donner une valeur. Et donc, regardez ici, je peux faire des set cell et puis plein de choses, et notamment donc des values. Pour ce qui est des values, en vérité, il y a plusieurs méthodes. On peut typer nos données en fonction de ce qu'on veut stocker dans la cellule. Bon, pourquoi pas. Ici, vous pouvez choisir d'avoir donc différentes natures de choses. Bon, dans tous les cas, donc ici, j'aurai une chaîne de caractères. Ma première ligne, oui, bien entendu, ce sera ma ligne de titre. D'accord. Donc, je vais utiliser un string. Et donc, pourquoi pas article identifier. Voilà. Bon, regardez, maintenant, je copie-colle ces lignes-là. Très bien, ça c'est ma ligne, ma cellule 1, ça c'est ma cellule 2, et ici ma cellule 3. À ce niveau, je vais y mettre description. Ici, brand, c'est ma marque. Et puis enfin, à ce niveau-là, un unitary price. Parfait. Donc là, on vient de générer une première ligne avec 4 données. Très bien. Bon, ce que je vous propose, c'est de s'arrêter là pour le moment. On va poursuivre par la suite en y mettant nos données, bien entendu. Mais regardez, pour l'heure, je m'arrête ici. Qu'est-ce que je fais? Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ma réponse. Alors, ma réponse, regardez, c'est un des 2 paramètres qui a été fourni à mon doGET, qui permet de répondre à une demande HTTP de type GET.
Je vais chercher à obtenir, à faire un get d'un fichier Excel. Bien entendu, je vais devoir produire une réponse HTTP. Grâce à cet objet, je peux définir ce qu'on appelle le content type. Alors, le content type, par défaut, c'est text plain. Ça, c'est le content type par défaut. C'est-à-dire que si j'envoie des données sous ce format-là, ce que va faire mon navigateur, c'est qu'il va considérer les données entrantes comme étant simplement des chaînes de caractères et il va les afficher sans chercher à faire aucune interprétation. Ce ne serait pas une bonne idée. D'accord. Bon, on a vu de manière assez classique, une servlette peut être amenée à générer des pages HTML. Donc on peut aussi avoir le content type text/HTML. Mais nous, ce n'est pas ça du tout qu'on veut produire. Nous, c'est un fichier Excel. Donc il convient de correctement lui fournir le content type pour qu'il sache qu'il ne devra pas directement afficher ce document. Ce qu'il faut, c'est que le navigateur, il doit ouvrir une application, un tableur, quel que soit le pack office que vous aurez d'installer, pour pouvoir ouvrir le document en question. Et donc là, vous avez deux possibilités. Tout dépend de ce que vous cherchez à produire. Est-ce que c'est un point XLS ou est-ce que c'est un point XLSX? Donc regardez, si vous tapez par exemple Excel MIME-type, oui, MIME-type. Bon, normalement, vous devriez retrouver tout un ensemble de sites web qui devraient vous présenter les différents types MIME qui correspondent à vos documents. Donc on vous dit ici, ça c'est un type MIME officiel, d'accord. C'est celui pour les fichiers de type XLS. Si vous voulez un XLSX, c'est ce MIME type là qu'il faudra choisir. D'accord. Bon, il en existe d'autres, mais aujourd'hui, celui qu'on est censé utiliser, c'est lui. Donc regardez, je reviens à ce niveau-là, je mets ici mon MIME type. Très bien. Et puis maintenant, ce que je dois faire, c'est produire le workbook. Alors, produire les données du fichier correspondant au workbook. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un flux. Il sera de type output stream. Alors, output stream, c'est java.io.outputstream. C'est une classe standard du Java SE. Je vais appeler mon flux out. Et comment je fais pour pouvoir l'ouvrir? Je vais demander ça à ma response. Regardez, si on fait response.getOutputStream, il me renvoie mon flux. Un flux, bien entendu, quand on a terminé d'écrire dedans, quand on a fini d'écrire dedans, on doit le fermer, on doit invoquer un close. Donc, OutputStream implémente l'interface auto-closable. En tant que tel, je peux l'utiliser dans un try with resources. C'est mon cas. Donc normalement, ici, on a fermé le flux. Mais avant de fermer le flux, il faut que j'envoie les données correspondantes à mon fichier. Donc ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir récupérer mon workbook. Ah, je me suis peut-être mal placé. Oui, autant pour moi, vous avez certainement vu déjà que j'avais fait une petite coquille, vous avez certainement dû corriger. Mais donc à ce niveau-là, au niveau du try, cette variable n'existante que à l'intérieur du try. En sortie, elle n'existe plus. Et donc ici, je réouvre un nouveau try, d'accord, ce qui me permet de pouvoir donc gérer mon out. Et maintenant, je dis à mon workbook d'écrire. Donc vous avez ici une méthode qui s'appelle write. Et regardez, soit vous lui donnez un nom de fichier, ça vous permettrait de directement produire le fichier sur le file system. D'accord. Maintenant, si le fichier, vous ne voulez surtout pas le stocker côté serveur, si vous voulez juste l'envoyer au client, vous pouvez envoyer directement au niveau de la socket. Et donc, dans ce cas-là, j'envoie où? J'envoie sur out. Très bien. Bon, une fois que vous avez fait ça, ce que je vous propose, c'est vous prenez un navigateur et vous lancez la servlette. L'autre solution, c'est de faire bouton droit ici, Run as on server. Bon, j'accepte ce qui m'est proposé à ce niveau-là, et donc je lance ma servlette. Alors ici, on n'est pas dans un vrai navigateur, donc on ne voit pas forcément grand-chose. Ouais, je suis idiot parce que ici, il ne vous propose pas le choix de soit ouvrir le fichier, soit l'enregistrer. Donc on va fermer ça, et regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un vrai navigateur, et donc ici, http://localhost 2.8080 / le nom de mon application. Le nom de l'application, c'est le nom du projet par défaut. Donc on est bien sur l'application Web Store. Et dans l'application Web Store, vous avez un certain nombre de ressources qu'on a créées, et notamment notre servlette. Donc regardez, je prends ça ici. Je reviens à ce niveau-là. Et normalement, regardez, il a ouvert le document, d'accord, et il m'a mis ici
le fichier à télécharger. Bon, là, il m'a remplacé le document. C'est vrai que ce n'est pas une super bonne idée. Voilà, ça c'est juste pour garder le lien pour les prochaines requêtes. Voilà, CTRL-C, entrée. Voilà, comme ça, le document reste maintenant à l'intérieur de mon navigateur. Bon, dans tous les cas, si j'ouvre mon fichier, bon, regardez, ça commence à fonctionner. On a bien une première sheet, une première feuille. On peut en rajouter autant qu'on le veut. Et on a bien sur notre première feuille 4 colonnes qui nous sont proposées. Alors notez que par défaut, les colonnes n'ont pas été auto-sizées. Donc du coup ici, comme la colonne était plus petite que le texte qu'elle contenait, on avait la petite flèche rouge là qui nous expliquait qu'il fallait agrandir le document. Notez aussi, pour ma part, vous le savez, j'ai plutôt l'habitude de travailler avec un Linux et pas un Windows. Donc là, j'ai le pack LibreOffice, mais c'est pareil, il ouvre un fichier XLS. Très bien. Donc ce que je vous suggère, c'est d'essayer de faire en sorte d'auto-dimensionner chacune des colonnes en fonction de la plus longue chaîne de caractères contenue dans la colonne. C'est très simple à faire. Regardez, je ferme mon document Office. Bon, je ne l'enregistre pas. Je reviens au niveau de mon code et juste avant de faire la sauvegarde ici, là je peux m'amuser à parcourir toutes mes cellules, donc je fais un for each, ce sera très bien. Ou non, allez, je réfléchis, le mieux ce serait quoi? Non, je vais faire une boucle. Allez, je vais travailler comme ça. Voilà, bon, je sais que pour ma part, j'ai 4 colonnes, donc je vais faire une boucle à ce niveau-là. Bon, éventuellement, je pourrais récupérer le nombre de cellules à l'intérieur de ma ligne pour éviter de mettre ici des valeurs incohérentes. Dans tous les cas, ce que je fais, c'est que je demande à la sheet. Alors, je ne sais plus comment je l'avais appelé. Je remonte, on l'avait appelé article sheet. Et donc, regardez sur cette feuille, d'accord, je peux faire des auto size columns en lui donnant l'indice de la colonne que je veux retailler. Regardez, je relance, j'attends quelques instants ici pour être sûr que mon application ait bien été rechargée. Vous voyez, au bout d'un moment, ça recharge automatiquement. Et une fois que c'est rechargé, je redemande une nouvelle version de mon fichier. Et donc, regardez, mes colonnes ont été taillées en fonction de la plus longue chaîne de caractères qu'elles possédaient. Bon, chacune des colonnes ne contient qu'une seule et unique chaîne, mais en tout cas, elles ont été automatiquement dimensionnées pour qu'on puisse lire l'intégralité des données qui étaient présentes dans les colonnes. Donc, ce sera très pratique. Très bien. Bon, la prochaine étape, c'est de rajouter les données. On va essayer de parcourir donc toutes les données. Donc, comment je vais travailler? Il va falloir que je sache où j'en suis au niveau de l'index des lignes. Vous avez vu, quand on fait un create row, il faut donner un index. Donc, je vais avoir ici une variable, je vais l'appeler rowIndex. Ce rowIndex, comme la ligne 0 existe déjà, je commence à la ligne 1. Ce qu'il va falloir, c'est lancer une requête SQL. Donc, je vais faire un string STRSQL, pourquoi pas, et donc ce sera select étoile from t_articles. En gros, ce que je cherche à faire, c'est la requête qu'on a exécutée il y a quelques minutes au niveau de la console qui était ici. Donc je veux récupérer ces données. Donc très bien, select étoile from t_articles, et maintenant il va falloir que j'ouvre une connexion à la base de données. Bon, s'il y a le moindre doute à ce niveau-là, je vous renvoie vers les tutos JDBC, on est bien d'accord ? Je ne vais pas revenir sur le fonctionnement de JDBC, mais donc il nous faut un statement. Un statement, c'est ce qui permet d'exécuter un ordre SQL. D'accord ? Donc je prends un statement. Alors vous pourriez avoir soit un statement, soit un prepared statement. Mais notez que ici, j'ai aucun paramètre variable. Ma requête est fixe. Donc ce statement, je vais l'obtenir en le demandant à la connexion. Je demande à faire un create statement. Et donc, il m'a produit un objet statement. Un objet statement doit être libéré. C'est pour ça que je mets un try with resources pour garantir que j'ai le clause qui va être exécuté.
Un statement, il y a deux méthodes qui peuvent être utilisées, soit execute query, soit execute update. Update, c'est pour tout ce qui est insert, update et delete, c'est pas ce qui nous intéresse. Et par contre, execute query, c'est pour exécuter une requête. Très bien. Donc allez, je refais un autre try. With resources. Ça va me permettre de récupérer ce qu'on appelle un result set. Un result set, c'est un jeu de données de résultats qui va m'être produit par le statement. Bon, il sera typé result set. Et donc, comment je vais faire pour l'obtenir? Je vais le demander au statement. Et donc ici, je peux faire mon execute query en lui passant ma requête SQL. Bon, vous avez vu, je fais beaucoup de contrôle espace pour avoir le minimum de choses à taper. Très bien. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est parcourir ce result set. Tant que mon result set possède des lignes supplémentaires, je vais passer sur cette ligne. Le next permet de faire avancer ce qu'on appelle le curseur. Une fois que je suis donc sur l'enregistrement à produire, je vais créer une nouvelle ligne. Cette ligne, donc, c'est ma feuille, mon article sheet, qui va me permettre de le créer. Je vais faire un create-row. Et donc, je vais me mettre sur qui? Sur row index, d'accord, en sachant qu'une fois que j'aurai utilisé cet index, je l'incrémenterai pour le prochain tour. Du coup, je vais faire un cell égal row.createRow, createCell de 0. Donc, je commence par ma première cellule. Et tout comme tout à l'heure, je vais faire un cell.set cellValue. Qu'est-ce que je mets en valeur? Là, tout dépendra de la colonne, mais bon, dans tous les cas, je vais utiliser mon result set. Et effectivement, dans mon jeu d'enregistrement, la première colonne, ce sont des entiers. Donc, je fais un getInt. Alors, attention, il y a un petit bug là qui me... Alors, c'est pas un vrai bug, mais il y a un petit truc là qui me gêne fondamentalement. Toutes les librairies Java, quasiment toutes en tout cas, quand vous avez à gérer des indices, le premier indice, c'est toujours 0. Ce qu'on voit, c'est que Apache POI fait très bien la chose, c'est classique, c'est standard, c'est comme un tableau Java, si vous voulez. Sauf JDBC. Il y a un petit gag, c'est que JDBC, les indices numériques, quand on doit les utiliser, ils commencent non pas à 0, mais à 1. L'autre solution, c'est de ne pas mettre, si vous ne voulez pas vous tromper, c'est de ne pas mettre les indices. Donc soit ici vous mettez un 1, soit vous mettez le nom de la colonne. Par exemple, ID article. Bon, normalement, je viens de récupérer ma première donnée pour chacun de mes enregistrements. Regardez, je fais la même chose pour les suivants. Alors, ici, toujours pareil, soit vous mettez le nom de la colonne, soit vous mettez un indice. Bon, là, ce que je veux, c'est ma description. Alors, du coup, c'est plus un entier. Du coup, c'est une chaîne de caractères. Pareil à ce niveau-là, ce que je veux, c'est la marque. La marque, c'est une chaîne de caractères. Allez, j'ai commencé en base de données mes choses avec des minuscules, donc je vais continuer. Et ici, on a un unitary price, donc le prix unitaire de mon article, et ça, c'est un flottant. Bon, impeccable. Je prends soin, bien entendu, de correctement formater mon code. Voilà. Et puis j'attends, vous voyez qu'il est rechargé le contexte. Ça y est, le contexte a été rechargé. Je peux donc demander une nouvelle version de mon fichier. Et regardez, ça devient un petit peu plus sympathique. On commence à avoir véritablement des datas. Alors arrivé à ce stade-là, on peut faire quelques reproches. C'est qu'on ne voit pas bien visuellement la première ligne qui correspond au titre de celle qui correspond aux données. Donc ce que je vous propose, c'est de rajouter un petit peu de style. On peut un petit peu décorer tout ça. D'accord ? Et ça permettrait d'y voir un petit peu plus clair. Par exemple, on pourrait avoir une couleur d'arrière-plan au niveau de la ligne de titre, on pourrait avoir un alignement qui pourrait être centré, on pourrait changer des couleurs diverses et variées, on pourrait faire un certain nombre de choses, on pourrait aussi formater les données. Je vais vous proposer quelques exemples de formatage. Et donc, regardez, avant d'attaquer à produire ma feuille, ma première feuille, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire quelques définitions de style. Allez, je vais mettre des commentaires, c'est vrai que j'en ai pas mis beaucoup. Donc ça, ça va être une définition de quelques styles
pour nos différentes lignes ou cellules. Impeccable. Bon, bien entendu, ici, c'est la partie d'exportation des données à proprement parler, hein. Voilà, donc là, je dis que j'exporte les données de cette table. Ça, c'est pour celui qui reliera par la suite le code. Et puis, pourquoi pas, allez, histoire de faire les choses un peu proprement, on peut dire aussi que là, ça, c'était un code spécifique à l'auto-size de chacune des colonnes. Voilà. Et puis ici, vous pouvez dire que vous êtes en train de sauvegarder le document. Comme ça, c'est peut-être un petit peu plus lisible. Bon, ça, c'était quelques petits points de détail. Allez, write the document. Voilà. Allez, là, on dit bien qu'on envoie sur la socket. Allez, je cherche mes mots. Voilà, c'est pas mal. Bon, bien entendu, on fait attention aussi à l'orthographe. Donc très bien, donc là j'ai mis quelques commentaires juste pour voir un petit peu à quoi chacune des parties correspond. Dans tous les cas, ici, ce que je cherche à faire, c'est donc produire certains éléments de style, et donc vous avez des classes particulières. Par exemple, ici, je peux avoir un cell style. Tiens, on va déjà mettre un style pour les cellules d'entête. On va faire un header cell style. Bon, ça c'est quoi? C'est un workbook.createCellStyle. Vous avez vu, comme j'avais typé ici ma donnée, là, automatiquement, il m'a proposé la méthode qui lui semblait être la plus adaptée en fonction du type de la valeur de retour. Notez aussi, je ne reviens pas sur ces choses-là, ça fait un grand nombre de fois que je le dis sur les tutos précédents, mais ne tapez jamais un nom de type complet. Vous commencez à le taper, et puis vous faites CTRL espace. Et si vous voulez qu'il puisse automatiquement vous assister, il faut qu'il ait l'information sur la nature de CellStyle. À ce niveau-là. Donc il faut qu'il ait les imports qui aient été réalisés. Et vous voyez, automatiquement, il vous propose les bons styles. Et tant qu'on y est, normalement, il a fait aussi tous les imports requis. Très bien. Donc là, j'ai mon style. Et donc, je vais pouvoir associer à ce style un certain nombre d'informations. Par exemple, je peux avoir une police. Ça va être une fonte. Et donc, sur mon workbook, c'est pareil, je peux faire un create font. Je peux qualifier ma fonte sur certains aspects. Par exemple, allez, pourquoi pas, je vais lui dire que c'est en gras, une cellule de titre, une cellule d'entête, on va la mettre en gras. Et maintenant, regardez, ce que je fais, c'est que je reprends mon header cell style. Et sur cet objet, je vais lui setter la police qu'on vient de définir. Je vais lui affecter la police qu'on vient de définir. Et puis pourquoi pas, allez, je ferai encore un autre élément, pourquoi pas ici, vous pouvez faire un set alignment et vous dites que c'est un horizontal alignment.center. Bon, c'est très bien d'avoir défini ce style, mais pour autant, pour le moment, il ne s'applique pas. Si vous voulez que ce style s'applique, vous allez faire quoi? Vous allez revenir au niveau de la définition de vos cellules. Voilà. Et là, vous allez pouvoir faire un set cell style. Et vous voyez, ça prend quoi? Un objet de style. Quel est le style que je veux affecter à cette cellule-là? C'est un style header. Regardez, je reprends ça et je le mets pour toutes les cellules de mon document. Allez, on s'arrête temporairement, on va vérifier si ça marche. J'attends juste d'être certain qu'il ait tout rechargé. A priori, il a dû le faire, donc ça a l'air d'être pas mal. Je reprends mon navigateur, je réactualise la page. Normalement, je génère donc un nouveau fichier. Et donc, regardez, mes cellules d'entête sont bien en gras et sont bien alignées. Bon, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer plein de choses au niveau du style. Donc très bien, allez, ça me suffira pour les cellules d'entête. Et puis vous pouvez après encore rajouter quelques autres informations de style. Regardez, je vais créer un deuxième style.
Voilà, on va l'appeler numérique cell style. Pourquoi? Parce qu'on affiche des données numériques. Et là, c'est vrai que pour le moment, mes données sont affichées de manière un peu brute. On pourrait décorer la manière d'afficher nos prix, par exemple, hein, pour que ce soit un petit peu plus lisible. Bon, je ferme les documents en cours d'édition. Et donc ici, je peux faire un numérique cell style.set data format. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à la ligne parce que sinon j'ai peur que ça prenne beaucoup de place. Et donc, sur mon workbook, je peux faire un get creation helper.create dataformat .getFormat. Et là, je lui passe la manière dont je vais formater mes numériques. Donc je veux 2 digits après la virgule. C'est ce que je suis en train de dire à ce niveau-là. Donc ça, c'est mon numérique cell style. Bon, et bien, regardez, je reprends la colonne associée au prix. Et là, je fais un set cell style. Et j'y mets mon nouveau style. Allez, je patiente quelques secondes. Je réactualise le document. Et nous avons un nouveau fichier Excel. Et normalement, maintenant, tous nos prix devraient avoir 2 digits après la virgule. Bon, très bien, on a notre première feuille qui est terminée. Ensuite, si vous voulez rajouter d'autres feuilles pour pouvoir exporter d'autres données de votre base, hein, par exemple, imaginons je veux sortir les utilisateurs, il vous suffit de reprendre les codes qu'on avait commencé à créer ici et à produire les feuilles supplémentaires. Ici, on va dire ce sont les user sheets. Voilà, et donc tes users à ce niveau. Je rajouterai juste un to-do terminate the code, voilà, et donc essayez éventuellement de m'exporter dans ce fichier Excel l'intégralité des données de notre petite base de données WebStore. Si vous n'avez pas cette base de données, hein, n'oubliez pas que vous retrouvez toutes les informations que je vous présente au niveau de notre site web. Hein. Donc le site web, c'est cours.fr. Vous allez dans la section Java. Vous descendez dans la sous-section Java EE. Vous pourrez retrouver ici le workspace avec l'intégralité des fichiers que j'ai pu produire et donc y compris le fichier que je viens de coder à l'instant, la classe de servlet de production de notre workbook. Et puis notez que vous retrouvez aussi les codes à ce niveau-là, au niveau des différentes pages du tuto Java EE. Et donc là, vous retrouverez tout le code de la classe que je viens de produire. Bon, voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que vous êtes maintenant en mesure de pouvoir donc produire tous les fichiers Office dont vous avez besoin pour vos applications. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Le prochain tuto Java EE, ce sera à peu près la même chose, sauf qu'au lieu de générer un fichier au format XLSX, on verra comment générer des PDF. Par exemple, vous avez un site de vente en ligne, vous voulez générer une facture au format PDF, on apprendra à faire ce genre de choses-là. Voilà, bon, je vous dis à très vite pour le prochain tuto.